Bonsoir. Bonsoir, merci d'être présent. Nous allons à cette séance du séminaire du cycle Crise civilisationnelle contemporaine aborder la question de la violence, vaste sujet de la sociologie, de l'anthropologie, de la philosophie, de l'éthique. La question de la violence n'est pas nouvelle, si peu nouvelle que peut-être, comme le suggérait le philosophe Eric Weil, la naissance de la philosophie dans l'histoire humaine, son mouvement séminal, le doit à cette lancinante et taraudante question. La violence des jeunes n'est pas nouvelle, et des jeunes hommes en particulier. Elle est d'observation anthropologique. Et les historiens et les sociologues d'autrefois, ceux du temps où la discipline sociologique n'était pas encore investie par des petits marquis d'une cléricature bien pensante, et devenus d'authentiques agents de service d'une pensée d'administration et de communication, ceux-là n'ont pas manqué d'en donner raison dans ces linéaments. Citons ainsi, par exemple, les travaux de Robert Muschenblade avec son histoire de la violence de la fin du Moyen-Âge à nos jours, les travaux de Bronislaw Geremek avec son Truand et misérable dans l'Europe moderne, 1350-1600, et puis bien sûr les travaux de Norbert Elias sur la civilisation des mœurs. Il y en a bien d'autres, et n'oublions pas les réflexions sociopolitiques de Max Weber. La violence dans les villes n'est pas récente. On peut avoir encore à l'esprit le temps de la zone et des fortifs entourant Paris au tournant du XXe siècle, mais encore les violences et assassinats de rue dans la République de Weimar, les gangs de New York et de Chicago au cours de la première moitié du XXe siècle et particulièrement durant les années 20-30. Pour rappel, en 1927, on comptait 27 000 membres de gangs rien que dans la ville de Chicago. On pourra lire avec intérêt Héritage de ce temps d'Ernst Bloch sur l'époque de Weimar et maints travaux de l'école dite de Chicago sur la criminalité et les gangs aux USA. Les violences d'aujourd'hui qui font notre attention interpellée, et particulièrement pour ce soir, ne devraient pas non plus être une surprise, sauf pour ceux qui délibérément regardaient à côté. Ça fait plus de 20 ans, presque 25, que l'alerte publique fut lancée. Je pense aux ouvrages du regretté disparu que fut Christian Gélène, qui dès 1997 interpellait sur les casseurs de la République et sur la guerre des rues. Il faudra bien un jour que soit dit et reconnu davantage que nous ne le faisons maintenant, tout ce qui est dû à ce décrypteur lucide de ce qui se tramait. Je pense également au témoignage à la même époque de Lucienne Bouy-Trong, Violence urbaine, des vérités qui dérangent, créatrice au sein des renseignements généraux de la section Violence urbaine, appelée ensuite Ville et banlieue. Et même un peu plus tard, en 2007, à l'ouvrage à plusieurs mains sous la direction de Thierry Gerbert, syndicaliste CGT, qui ne regarde pas à côté des violences contre les agents de la fonction publique, les postiers, les cheminots, les sapeurs-pompiers, les électriciens, les gaziers, les conducteurs de bus et de métro, les enseignants, le personnel hospitalier et bien sûr les policiers. Des ouvrages vite rangés à l'enfer bibliographique d'une pensée épinglée réactionnaire, supposé faisant, what else, le jeu de l'extrême droite, ère rhétorique connue du déni agressif des idéologues proto- ou crypto-stalinistes. Ouvrage en recueil de relevés de faits, cela même objet d'escamotage informatif d'un milieu médiatique dont on attendrait le contraire déontologiquement. Ouvrage consignant des réalités qui font le plus souvent objet d'une omerta ou d'éclairages convenus qui valent ce que valent les orviétans. Enfin, les violences d'aujourd'hui, si elles n'ont pas encore atteint le niveau ordinaire de ce qu'elles peuvent être ailleurs, dans les rues du Brésil, Rio, Sao Paulo, Belo Horizonte, etc., du Venezuela, de la Colombie ou de l'Amérique centrale, n'en sont pas moins inquiétantes et insupportables dans leur réalité effective, et également de quoi elles font symptôme, à l'évidence de ceux qui ne se réfugient pas dans l'aveuglement. Symptôme d'une crise qui affranchit l'ordinaire irréductible d'un invariant anthropologique. Crise
tout à la fois politique, culturelle, éthique et psychique, lors de laquelle les appareillages de jugulation bâtis au fil des siècles, par exemple la criminalisation de la violence, qu'on pense au temps qu'il a fallu pour éliminer la pratique du duel, la judiciarisation des conflits en acceptant de s'en remettre à un tiers juge pour régler les litiges inexorables à la vie humaine, la civilisation des mœurs, comme par exemple la galanterie française dans les abordages de rue des femmes par les hommes. Tout ça tangue, flanche et se délite. Pour penser ces symptômes, nous ne pouvons plus nous fier aux sociologues mainstream et à leur sociologie devenue officine pour ne pas penser le contemporain. Autant qu'elles sont devenues des machines réifiantes qui réduisent les humains à l'état de créatures d'une divinité séculière et triviale, le social. Officine qui n'écoute pas ce qui s'y balbutie de subjectivité qui se cherche ou d'infrasubjectivité qui s'effondre et s'étouffe. Pour penser ces symptômes, mieux vaut aller écouter ce que les cliniciens et les différents acteurs de terrain de ceux énoncés en inventaire tout à l'heure font remonter, fût-ce empiriquement. C'est même une nécessité. À une époque où nous avons besoin de défrichage et de déchiffrage au plus près et au plus urgent. Et lorsque ces acteurs passent le test vibratif d'une réflexion marquée au trait de l'humanité, c'est-à-dire de l'empathie, de la responsabilité, et sans préjugés, sans préformatage idéalisé et allégeance aux doxas bienséantes du moment. Maurice Berger est de cela. Médecin, pédopsychiatre, il a créé et dirigé pendant 35 ans le seul service de pédopsychiatrie consacré à la prise en charge des enfants et préadolescents extrêmement violents. Il a été professeur associé de psychopathologie de l'enfant à l'université de Lyon 2 pendant 11 ans. Ses recherches ont abouti à la publication de 17 livres, de 160 articles, et il a été invité pour de nombreuses conférences en France et à l'étranger. Il a rédigé plusieurs amendements concernant la protection de l'enfance qui ont été votés par l'Assemblée nationale. Il travaille depuis 6 ans au centre éducatif renforcé avec des adolescents délinquants et violents en provenance des quartiers qu'on dit sensibles. Il est directeur de session à l'École nationale de la magistrature à Paris. Scandant ses réflexions de vignettes de cas, Maurice Berger dresse un tableau clinique aussi ahurissant qu'éclairant et dérangeant. Les adolescents hyper-violents qu'il nous décrit manquent des processus et métabolisations ordinaires du psychisme et du cognitif. Il les présente carencés, voire dépourvus plutôt, selon lui, des enveloppes et socles qui font l'émergence du sujet humain dans l'homme au-delà des flux pulsionnels. Il nous rapporte une jeunesse dans son noyau le plus dur, phobique de l'autorité construisante, en proie à des impulsivités sans dépliement temporel par-delà l'instantanéité, une jeunesse dont la langue et la cognitivité ne connaissent pas les métaphores, dépourvues de fantasmes, voire de rêveries, refusant ou apeurés de pensées. Il va en chercher les prolégomènes dans leur nid familial, qui est dans beaucoup de cas tout sauf un nid, justement, tant il est psychogène. Souvent en lieu, comme probablement il va nous le raconter aussi, de violences conjugales réitérées en ordinaire, là où la fonction paternelle défaille, que les pères soient selon des tyrans domestiques, des absents évanescents ou des délinquants. Il défait, au linéament qu'il détourne, le sociologisme qui fait son exaspération polie, celui qui ramène aux seules conditions économiques et à la ghettoisation le paramétrage des causes. À l'audition des observations et pistes de réflexion qui s'imposent à Maurice Berger, on ne doute pas que l'angélisme contemporain en France fronce le sourcil. Voilà des choses que les divers tenants de cette posture angélique préfèrent ignorer. Le déni est vite inquisitorial chez qui privilégie l'autosatisfaction des explications réconfortantes de salons mondains sous lambris aux inquiétudes de ceux qui ont les pieds dans la glaise du réel. Et l'angélisme tourne 2 fois à la forfaiture lorsque l'apitoiement surplombant qui l'accompagne fréquemment en baudruche moraline s'épanche sur le sort du voyou hypervolant en icône victime du social et ignore les victimes réelles handicapées à vie de celui-ci. Notons qu'il insulte aussi, avec son excuse par le social,
tous ceux qui, de même condition d'érélicté, ne basculent pas pour autant dans la voyoutocratie. Ce que Maurice Berger nous rapporte peut être discuté, mais ne peut être esquivé. Beaucoup du matériel qu'il livre à disposition de notre entendement éveille l'intérêt, parfois ayant échappé à nos appareillages mentaux de vigilance et qui n'apparaissent pas sur les radars de l'actualité. Beaucoup de ces propositions d'explicitation sonnent justes et encore suscitent de nombreuses associations qui devraient faire l'objet de notre exploration. Écoutons-le. À vous, Maurice. Merci beaucoup. Effectivement, vous m'entendez là, c'est bon? Oui, très bien. Effectivement, ma seule légitimité, c'est celle d'un clinicien, c'est-à-dire je dis ce que je vois, et ça a été assez peu décrit jusqu'à présent. Alors, je vais partir justement d'une situation. C'est un jeune que j'appellerai Ryan, le prénom a été changé, que je reçois dans le centre éducatif renforcé où je travaille. Et à 15 ans, il a comparu pour port sans motif légitime d'une arme blanche de catégorie D, c'est-à-dire un couteau. Hein. Donc, le magistrat l'a admonesté. Et je lui ai dit, qu'est-ce que ça t'a fait? Il m'a répondu, je m'en foutais. Ça voulait dire que ce que j'avais fait n'était pas grave. Donc, ensuite, il commet une interminable suite de délits accompagnés de violences. Et la liste est telle que quand j'essaye d'en parler avec lui, il ne se souvient pas de ce qu'il a fait, à quel endroit ça s'est passé et quand. Et finalement, à 16 ans, complètement ivre, il fonce à scooter dans une rue piétonne de Paris où il manque de tuer des personnes. Et je lui dis, si tu avais tué quelqu'un, qu'est-ce que ça t'aurait fait? Et il me dit, ah, ça m'aurait rien fait du tout, mais par contre, ça m'aurait provoqué des ennuis. Alors cette fois, le juge des enfants ne se contente pas d'une admonestation, il le place dans notre établissement et je lui dis, et avec toute cette succession de délits, qu'est-ce que ça t'aurait fait d'aller en prison avant de venir ici? Est-ce que ça t'aurait permis de réfléchir? Et il me répond, je ne risque pas la prison, même si ce que je fais est grave. Alors, on voit que dans cette situation, comme dans une grande quantité de situations que je prends en charge, le principe de la primauté de l'éducatif sur le répressif, qui est au fondement de la justice pénale des mineurs, conforte ce jeune dans un sentiment d'impunité totale. Et ça peut même faire obstacle au travail éducatif. Et puis, il y a une autre chose. Ce jeune a acquis la certitude de ne pas rencontrer de butée matérialisée à ses actes. Et il n'a pas lu le texte officiel, mais il a parfaitement intégré la rupture juridique décidée par le Conseil constitutionnel le 22 septembre 2016, indiquant que l'exécution provisoire d'une peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre d'un mineur est contraire au relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants. Le Conseil constitutionnel dit que mettre une butée matérialisée, qui peut être l'emprisonnement, est contraire au relèvement éducatif. Et lui, il a pas lu, mais il a bien compris. Alors, il a multiplié des actes graves. Hein. Il a failli tuer quelqu'un avec une hache par la suite, etc. À l'opposé, à la même époque, une juge des enfants m'explique qu'il y a quelques années, après 2016, elle avait décidé de ne pas appliquer la loi en cours et de prononcer des peines effectives de 15 jours de prison pour les mineurs délinquants qui commettaient des atteintes à l'intégrité physique. Et le résultat, me dit-elle, tous lui ont écrit pour la remercier de leur avoir montré ce qui les attendait dans la vie et ils ont modifié leur comportement. Actuellement, il serait impossible de prendre une telle décision puisque la loi, le nouveau code de la justice pénale des mineurs interdit les peines de prison de moins d'un mois. Et si entre 1 mois et 6 mois, il est demandé de mettre en place une alternative à l'incarcération. Évidemment, je ne pense pas que la prison est
une valeur rédemptrice pour l'ensemble des délinquants et qui vont sortir sans commettre d'autres actes. Je n'ai pas cette naïveté, mais on voit quand même que si on est au niveau clinique, la question peut être posée de l'utilité de la contenance des actes. Je continue avec Ryan, que je revois la deuxième fois. Et je lui demande de me parler de son histoire, d'autant plus qu'il a raconté à son assistante familiale, parce que là où je travaille, il y a une spécificité. Les mineurs sont en famille d'accueil de 18h au lendemain matin et le week-end. C'est souvent, il le dit, c'est la première fois que quelqu'un les écoute individuellement, qu'ils ne sont pas en groupe, en institution. Il a raconté qu'il avait fait un rêve qui lui avait fait peur. Donc, l'assistante familiale a dit, bon, on va en parler au docteur Berger. Donc, d'abord, je lui dis, tu peux me parler de ton histoire, ce que tu te rappelles? Et il me dit, oui, souvent, mon père frappait ma mère quand j'étais petit. Et je me rappelle une fois où je me suis mis entre mes parents pour protéger ma mère, j'avais 4 ans. Et la police est intervenue à domicile bon, pour rétablir le calme. Alors, si je vous raconte ce rêve, c'est parce que on a affaire à des mineurs qui peuvent être vraiment terrorisants. Les actes qu'ils font sont terrorisants. On n'a pas envie de les croiser dans la rue. Et en même temps, derrière ces mineurs terrorisants, il y a toujours un enfant terrorisé. Voilà le rêve qu'il me raconte, qui montre les traces laissées par l'angoisse. C'est dans une maison, des gens viennent tuer tout le monde. L'enfant qui est présent voit chaque personne être tuée. La première, elle est tuée d'un coup de couteau planté dans la tête. La deuxième, brûlée dans une baignoire avec de l'acide, etc., etc. Et il me décrit ces assassinats sur un ton très sérieux, très grave, et avec un tel réalisme que moi, je commence à me sentir pas bien parce que j'y suis. C'est pas du tout du fantasme. Alors l'enfant s'enfuit dans une maison voisine où une personne essaye de le protéger. Enfin, un adulte protecteur, mais cette personne est abattue, elle aussi. L'enfant se cache, mais il voit les tueurs approcher petit à petit, inexorablement, le découvrir. Il voit le visage de l'agresseur qu'il regarde et il est tué et il se réveille de son cauchemar. Voilà le rêve qu'il vient de faire. Alors, je précise que de savoir ce que Jeune a vécu, ça n'excuse rien. On n'excuse jamais un acte violent parce que pour ces jeunes, c'est l'équivalent de l'effacer. Donc, on n'est pas là pour réparer ce qui s'est mal passé, on n'est pas là pour excuser, on est là pour faire un travail psychique. Et simplement, ça montre d'emblée la complexité de la vie psychique de ces jeunes. Si on s'en tient à il tape, il frappe, il n'a aucune empathie, ce qui est aussi vrai, on n'a pas accès à ce qu'il y a derrière, à cette possibilité de travail. Et pour reprendre ce que vient de dire M. Rabinovitch, vous comprenez aussi que les sociologues, en tout cas ceux des sociologues qui font partie de ce que j'appelle la dénisphère, l'inverse, puisque moi, on va vite me mettre dans la fachosphère, je pense, dans les mois qui viennent, mais en tout cas, les sociologues de la dénisphère n'ont jamais accès à ce matériel. Donc, ils ne peuvent pas comprendre, et ce n'est pas la méchante société qui fabrique de tels cauchemars. Je reviendrai sur quelques exemples de ce genre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une augmentation de cette violence? Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans une bataille de chiffres, encore que les chiffres sont là. Les chiffres du Conseil de l'ordre des médecins, c'est qu'on a 2 fois plus de violence sur les médecins en 10 ans. Il y a quand même des chiffres intéressants qui sont que pour les tentatives d'homicide, en 12 ans, le nombre de mineurs a progressé de 144%. C'est l'Office national de la délinquance et de la réponse pénale, hein, que le taux des tentatives d'homicide est passé de 2004 en 2018 à 2006 en 2019 à 3006 en 2020. Sauf que on s'en tient souvent uniquement au niveau des taux d'homicide. Et c'est vrai que les taux d'homicide, c'est comme ça.
C'est-à-dire que ça a augmenté en 2018, 2019, ça a baissé en 2020 un peu. Par contre, les homicides ratés, c'est-à-dire les tentatives d'homicide, ont vraiment énormément augmenté. Et ce qu'on constate, puisque ce dont je vous parlerai à la fin, j'espère que j'aurai le temps, c'est qu'une partie de mon travail consiste à articuler les lois qui seraient nécessaires avec la vie psychique, avec la vie psychique des victimes et la vie psychique des agresseurs. Et actuellement, notre dispositif judiciaire est totalement déconnecté de ces deux éléments, avec la culture de l'excuse, etc., etc. En dehors d'autres chiffres que je pourrais vous donner, parce que vous savez qu'on peut couper les chiffres où on veut. Et il y a des personnes qui ne prennent que certains chiffres et il y aura toujours des gens qui nieront l'augmentation du nombre d'actes violents, de même qu'il y aura toujours des personnes qui pensent que Neil Armstrong n'est jamais allé sur la Lune. Donc, ce n'est pas à ce niveau que je vais me situer. Je vais plutôt me situer au niveau de la gravité des actes. Et là, l'ensemble des magistrats, et sauf le syndicat de la magistrature, hein, bien sûr, l'ensemble des magistrats et la conférence des procureurs de la République dit très clairement que ce qui les inquiète le plus, c'est que les actes sont de plus en plus graves et que malgré, en tout cas au niveau des mineurs, malgré la loi de 2019, ils sont obligés d'incarcérer parce que ce n'est pas possible, à partir d'un certain niveau de gravité, de laisser un sujet en liberté dans la société. Parmi ces, bon, je reviendrai après sur ces nouvelles formes de violence. Je voudrais dire l'autre dimension de mon travail, qui, donc je travaille depuis maintenant 41 ans avec des mineurs violents, mais ce qui a été un choc, je peux dire, c'est quand j'ai commencé il y a 7 ans à travailler dans un service de réadaptation fonctionnelle comme psychiatre d'adultes et où j'ai commencé à recevoir des victimes. Et je me suis rendu compte que la victime était la grande inconnue. C'est pour cela que j'ai mon prochain livre qui sort le 2 juin, qui s'appelle Faire face à la violence. Et le chapitre 1 est exprès consacré à la victime. C'est elle qui doit être mise en premier. Donc, effectivement, ma position est opposée à celle du syndicat de la magistrature, puisque sur le mur des cons, il y avait le père d'une victime qui avait été tuée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ait laissé la victime de côté? Cela veut dire que dans notre, au niveau législatif, au niveau exécutif et au niveau judiciaire, on n'accorde plus l'importance nécessaire à l'atteinte à l'intégrité physique. Je ne parle même pas de l'atteinte à la vie, mais de l'atteinte à l'intégrité physique et avec les dommages comment dire, les dommages définitifs qui peuvent s'installer. On ne considère, ça n'est traité que sous la forme d'indemnités civiles, de dommages qui vont être évalués. Enfin, c'est aussi au pénal, les dommages, mais uniquement en termes financiers. Alors, par exemple, les jeunes m'expliquent comment une de leurs activités consiste à ramollir le cerveau, à ramollir quelqu'un. Donc, ramollir, cela veut dire frapper quelqu'un pour un supposé mauvais regard, par exemple, suffisamment pour qu'il soit tout mou. Tout mou, donc on peut toucher le corps, ça ballotte. Ça veut dire qu'en fait, il a perdu connaissance. Et perdre connaissance, ça s'appelle le coma. Et quand on dit il l'a assommé, non, il a mis quelqu'un dans le coma. Et pour mettre quelqu'un dans le coma, ça veut dire que très souvent, on lui a sectionné, à cause du traumatisme, des milliers et des milliers d'axones, ce qui relie les neurones entre eux, et que ça ne récupérera pas. Vous voyez comment on passe de assommer quelqu'un à une lésion quand on commence à s'intéresser à la victime. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Un monsieur de 20 ans est frappé sans aucune raison à la fin d'un match de foot auquel il a participé. Il est mis dans le coma et il va
garder des séquelles définitives. Il ne pourra plus reprendre son travail. Quelqu'un de sportif qui avait un poste de responsabilité, et l'auteur a 6 mois de prison avec sursis. C'est-à-dire qu'il n'a pas un jour de prison pour une telle atteinte à l'intégrité physique. Des exemples comme cela, je peux vous en citer 20. Alors, quand même, une chose, le parquet a fait appel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une homogénéité parmi les magistrats pour avoir ce négationnisme au niveau de l'atteinte corporelle. Mais c'est quand même des jugements que l'on voit fréquemment. Et une des raisons, c'était que cet agresseur, c'était sa première agression. Donc, il n'est pas en état de récidive. Sauf que si on se met du point de vue de la victime, quelle différence est-ce que cela fait d'être mis dans le coma et d'avoir sa vie détruite, et sa vie familiale aussi au passage, par un primo-délinquant ou par un récidiviste? C'est pour cela que je pense, comment dire, qu'on a 3 manières de penser la loi. Il y a la justice de l'auteur, c'est-à-dire quel est le passé de l'auteur de l'agression, qu'est-ce qui a fait qu'il a été violent à ce moment-là, est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes, etc., etc. Il y a la justice de l'acte, c'est-à-dire l'acte a été commis, c'est un fait, qu'est-ce que ça a fait comme dégâts, et normalement, justice de l'auteur et justice de l'acte sont pris en compte tous les deux. En France, on a très fortement désinvesti la justice de l'acte. Et puis, il y a la justice de la société, c'est-à-dire quelle valeur d'exemplarité peut avoir une peine. Est-ce que le rôle du magistrat est de maintenir une certaine sécurité dans la société? Actuellement, ces 3 domaines sont désarticulés. Alors, quand je vous en parle, ce n'est pas seulement comme clinicien, c'est parce que je travaille en permanence avec des magistrats, avec des juristes, pour essayer de comprendre la philosophie, si on peut dire, de nos lois actuelles. Un autre exemple, vous avez sans doute entendu parler de Marin Sauvageon. C'est ce jeune qui est intervenu à Lyon pour protéger un couple qui était en train de s'embrasser et qui a été frappé par un jeune de 17 ans, 9 mois, et qui l'a mis dans le coma. En fait, il l'a pratiquement tué, il est resté vivant suite à un acharnement des médecins qui ont réussi à le récupérer, parce que tout est biaisé par les progrès de la médecine. C'est-à-dire qu'on récupère de plus en plus des personnes laissées pour mortes, mais nos anesthésistes réanimateurs et nos neurochirurgiens font maintenant des prouesses. Donc, voilà. Alors, Marin Sauvageon a des séquelles cérébrales majeures. Excuse de minorité, au lieu d'être condamné à 15 ans, il est condamné à 7 ans et demi, et à 7 ans. Et puis, le juge d'application des peines décide d'une libération anticipée, donc 3 ans et demi, ce qui fait qu'une vie détruite vaut 1277 jours. Et dans de telles conditions, j'ai envie de dire, allez-y les gars, si quelqu'un vous énerve vraiment, pourquoi vous gêner? Et en plus, il pourrait y avoir encore un raccourcissement. Et on arrive à une autre, dans le même état d'esprit. Actuellement, la conception de la violence, j'ai lu un article consacré à ça, c'est que c'est un accident biographique. C'est-à-dire un jeune qui commet un acte très violent, c'est un accident biographique. Donc, nous pouvons tous être victimes d'accidents biographiques dans la rue. Sous-entendu, et ça c'est la phrase d'un juge, sous-entendu, dans 4-5 ans, ils seront mariés, donc ça sera fini. Et ce même juge dit, et combien de victimes auront-ils fait pendant ces 4-5 ans? Et encore si c'est un processus de maturation, hein, ce qui n'est pas du tout évident. Et on retrouve cette phrase chez M. Dupond-Moretti, qui visite un centre éducatif renforcé et qui dit « ce sont des gamins déchirés par la vie ». Donc, comme vous le savez, les gamins, ça fait des gamineries. Et je rencontre exactement la même parole chez une mère. Son fils a écrasé sa cigarette sur le nez d'un autre jeune, comme ça, pour s'amuser. Et le jeune en garde une cicatrice. Et elle dit « quoi? C'est des jeux de gamins ». Donc, on voit qu'il y a la même représentation, on peut dire angélique, en tout cas, qui empêche d'accéder au processus psychique en jeu, parce que les processus psychiques sont très, très désorganisés.
Alors, moi, je pense que quand on s'occupe de jeunes violents, on doit toujours garder à l'esprit le corps de l'autre. Que va donner la rencontre de ce jeune avec le corps d'autrui? Quelles sont les... Si on va maintenant vers les causes, disons que d'un point de vue statistique, on rencontre énormément de scènes de violence conjugale dans les 2 premières années de la vie. Les 2 premières années de la vie, parce que c'est une période de la vie où les enfants n'ont pas les mots et n'ont pas le langage et ne peuvent pas mettre de mots sur ce qu'ils ressentent. Donc c'est comme ça que se constitue ce qu'on appelle la mémoire traumatique, c'est-à-dire des images qui sont fixées dans certaines zones du cerveau et qui peuvent ressortir, par exemple, il m'a regardé d'un mauvais regard, tout d'un coup, ce qui est projeté sur le malheureux passager dans le métro, c'est le regard très violent du père, l'image du père squatte l'esprit du jeune et il se met à frapper. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez classique. Les chiffres le sont moins, puisque quand j'ai fait paraître mon premier livre, c'était en octobre 2019, il y avait 69% de scènes de violence conjugale, de jeunes ayant vécu cela. Et pour le livre qui paraît dans une semaine, on est entre 80% et parfois 100%. J'ai eu des promotions de 12 jeunes où tous avaient été exposés. Donc ça montre cet impact qui pose la question de son origine. C'est-à-dire que toute culture où il y a une inégalité homme-femme est une culture où il y a plus de violence conjugale. Et les violences sur femmes, les inégalités, elles se manifestent par les mariages forcés, les mariages précoces, l'interdiction de sortir de la maison ou d'être seul dans la rue, évidemment la polygamie, l'excision, etc. Et puisque l'espace public est genré dans certains pays, c'est-à-dire que l'espace extérieur est masculin et l'espace intérieur est féminin, et une femme ne doit pas être seule donc dans cet espace genré, sauf si elle va au travail. Mais ce n'est pas la seule caractéristique. L'autre caractéristique, en plus de ces scènes de violence conjugale, c'est les violences directes. Ces violences directes, on les traite un peu trop facilement en parlant d'identification à l'agresseur. Je crois qu'on est face là à un processus que pour le moment, on n'arrive pas à comprendre complètement. Je vais vous donner un exemple, 2 exemples. La première, c'est une fille de 17 ans qui me dit avec beaucoup de fierté, personne ne m'arrête lorsque je suis hors de mes gonds. Je me sens trop forte. Je ne regrette jamais car j'ai toujours raison. Je frappe jusqu'au bout pour que la fille que je tape sache comment je m'appelle. Bon. Et puis, elle est très dangereuse. Hein. Et au bout de 3 minutes d'entretien, je ne lui ai rien demandé. Elle évoque la violence dans sa famille. Elle dit, comme les Tunisiens, mon père buvait beaucoup de bière, mais il était aussi violent sans avoir bu. Il frappait ma mère, il me défonçait pour des bêtises quand j'étais petite. C'était des coups, l'arrachage des cheveux, des gifles. Et elle insiste sur cette volonté de faire très mal. Et comme si, quand elle parle de son père, ce souvenir de son père ne pouvait prendre la forme que d'une trace corporelle douloureuse. Et comme beaucoup de jeunes que je reçois, elle ne peut s'endormir le soir qu'en prenant, elle me dit, il faut que je tombe d'un coup dans le sommeil pour ne pas y passer avant de m'endormir, donc je prends du cannabis. Et c'est le soir, au moment où ces jeunes n'ont plus d'activité particulière, en particulier dans notre institution, ils sont seuls dans leur chambre, que ces images ressurgissent dans toute leur violence, il n'y a plus rien pour empêcher que ça surgisse, et c'est là où ils doivent prendre du cannabis. Sauf qu'au centre éducatif renforcé, ils n'en ont pas. Alors, en même temps, ces pères, parfois des mères, et parfois des grands frères, mais surtout ces pères extrêmement violents, sont incritiquables. Non seulement ils sont incritiquables, mais ils sont fascinants.
C'est-à-dire qu'il y a un caractère attirant de la violence paternelle. Et je reçois beaucoup de jeunes dont le père est en prison. Je vous redonnerai ce chiffre, mais l'étude faite en centre éducatif fermé montre que 56% des jeunes, des mineurs, hein, ont un proche de leur famille en prison au moment où ils sont en milieu éducatif. Et donc, il y a quelque chose d'attirant de prendre cette forme de filiation, rejoindre le père, enfin quelque chose d'initiatique. Et on les voit, ils sont sur le fil. On ne peut pas les influencer d'un côté, évidemment, on ne peut pas les influencer du côté prison, mais on ne peut pas essayer de faire contrepoids parce qu'on sait que de toute manière, ça ne passera pas. Ça ne sert pas. On peut seulement leur montrer l'avantage qu'il y a à suivre la voie du père, l'avantage qu'il y a à suivre l'autre voie, celle qu'on leur propose, c'est-à-dire des relations plus calmes, de gagner sa vie tranquillement, etc. Et d'être témoin de ce qui va se passer à l'intérieur d'eux. Donc, c'est une position d'une certaine humilité de notre part. Un autre exemple, c'est le seul adolescent sur 140 qui a pu critiquer son père. Donc, en tout cas, qui a pu lui exprimer des reproches, vous allez voir comment. Je lui demande, est-ce que tu peux me raconter ta première bêtise? Je commence comme ça parce que si je leur demande, est-ce que tu peux me dire pourquoi le juge t'a envoyé ici? C'est oui, oh, j'ai fait des petits trucs, donc on ne peut pas l'aborder. Ils ont déjà raconté ça à la police et tout. Donc je leur dis la première bêtise. Alors là, ils ont un moment où ils sont assez émus. Leur premier vol, leur première violence. C'est comme s'ils me décrivaient leur premier pas dans la société, en quelque sorte. Alors, lui, il me dit que c'est quand il a fumé sa première cigarette en CP, en cours de récréation, donc à 6 ans. Il avait pris une cigarette à son père pour fumer comme les grands, pour épater les copains. Et donc, je lui dis alors, il se met à rire. Il m'explique la réaction de son père. Il me dit, mon père m'a fracassé en me brisant une bouteille en verre sur la tempe et en me donnant des coups de poing. Donc, j'ai été hospitalisé, j'ai eu des points de suture, mais on n'a rien dit à la police. Bon. Et donc, et là, il me raconte aussi à quel point il est obligé de prendre un gros joint, comme il dit, le soir, pour pouvoir s'endormir. Et il me dit, depuis 2 ans, je m'endors sans cannabis. Et je fais plus de cauchemars. Je lui explique, moi. Il dit, il y a 2 ans, je me suis trouvé au Maroc en même temps qu'il y avait mon père. Je suis allé le voir. Je lui ai éclaté une chaussure Timberland sur la tête. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu dormir tranquillement. Donc, on pourrait parler longuement de cette scène où il ose se positionner face à quelqu'un qui le terrifiait. Bon, ça n'a pas arrêté sa violence, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'a pas pu passer par la parole. Moi, j'aurais préféré qu'il puisse dire à son père, tu te rends compte comme tu m'as élevé, qu'est-ce que c'était ça, etc. Non, ça a été, comment dire, œil pour œil, tempe pour crâne, en quelque sorte. Un coup sur la tempe, un coup sur le crâne. Mais bon, c'était déjà pas mal. Alors, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces jeunes-là, c'est un processus différent des images intériorisées, des scènes de violence qui ressurgissent. On est devant un processus où ces sujets ne font plus la différence entre ce qui est subi et ce qui est fait, entre ce qui est actif en soi et ce qui est passif. C'est-à-dire, on a essayé de donner un mot qui est très moche, hein, c'est un mot anglais qu'on a inventé, c'est embodisation. C'est-à-dire quelque chose où les deux corps sont complètement intriqués et indémêlables. Et c'est assez intéressant. Il y a un militaire qui s'est battu contre Daesh. Et il a un de ses adjoints qui a été tué de manière épouvantable par Daesh. Et il a senti cette violence en lui et il s'est senti devenir comme Daesh. Et il dit, quand il est revenu dans le civil, je n'ai jamais d'armes sur moi parce que je sais que si quelqu'un ne respecte pas une priorité ou me dit un gros mot en conduisant, je peux le tuer. Donc, il a compris que ce processus en lui n'était plus risquait de ne pas être arrêtable. Les jeunes que l'on a
ont le même processus, sauf qu'ils n'ont pas la capacité de prendre du recul par rapport à eux-mêmes. Et donc, ils sortent avec le couteau. Je précise qu'ils sortent presque tous du CER quand ils sont en permission avec un couteau sur eux. Évidemment, ils ne rentrent pas avec. Et je n'ai jamais pu obtenir qu'un seul n'ait pas son couteau sur lui. Et j'ai utilisé tous les arguments. Bon, enfin, passons. Voilà, donc ça vous montre déjà la complexité, mais on va aller plus loin. Un deuxième processus, c'est l'absence d'empathie. Alors, on a des hypothèses, mais en fait, on a énormément d'inconnus sur ce qui fait qu'il n'y a pas d'empathie. Aucun des jeunes à qui j'ai demandé qu'est-ce que tu penses que ça a fait à la personne que tu as frappée, cette vieille dame qui peut plus se servir de son bras pour se peigner, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Et je n'ai toujours eu comme seule réponse que j'en ai rien à foutre. Évidemment, ceci n'est jamais dit devant les juges, parce qu'il est clair que le matériel que je recueille est un matériel qui n'apparaît jamais lors des audiences. Hein. Ils sont quand même pas complètement fous. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est à Genève. Un jeune dont je m'occupe a arraché le sac à main d'une vieille dame qui est tombée, qui garde des séquelles au niveau de l'épaule. Elle peut effectivement plus coiffer, elle ne peut plus faire certains gestes de la vie quotidienne et elle ne pourra plus. Et donc, c'est un jeune Français. Donc, cette dame arrive avec un cadeau, un livre, et c'est une scène, c'est la scène du prêtre dans Les Misérables qui donne les chandeliers à Jean Valjean pour sa rédemption. Et elle lui dit, je t'ai apporté ce livre, je te le donne, tu le liras, c'est pour que tu puisses mieux repartir dans la vie. L'avocate de la partie civile et l'avocate de la défense se mettent à pleurer là-dedans. Le juge lui-même est extrêmement ému. Et le jeune qui regarde ça ne comprend rien. Il est complètement perdu. Qu'est-ce qui se passe alors que cette dame lui dit, je te pardonne. Donc, et moi, je sais que ça ne peut que se passer comme ça, parce que il m'a dit qu'il n'en avait strictement rien à faire de ce que ça avait fait à la dame. Donc, une dame qui lui dit, je te pardonne, je te donne ça, voilà. Ça, c'est l'absence d'empathie. Et il est aussi clair, alors c'est très désarçonnant hein, pour les professionnels, il est aussi clair que par exemple, le jeune qui a tué Alisha avec avec une fille, quand le procureur déclare ils ne font pas preuve de remords immédiat, ben c'est ça. Et puis après, il y a l'avocat du jeune qui dit il est en train de pleurer dans sa cellule. Je peux vous garantir, à mettons 99,9%, qu'il est en train de pleurer sur lui. C'est-à-dire de se dire j'ai été trop con, pourquoi j'ai fait ça, mon Dieu, etc. Mais il pleure sur lui et sur ce qui vient de compliqué dans sa vie. Alors, c'est complexe parce que ce qu'on constate, c'est que d'abord, l'empathie, ça apparaît très précocement. Dès 12 mois, on peut voir par exemple un tout petit qui ramasse un objet, qu'il donne, un adulte fait un objet, il le lui donne. On a dès 20 mois, 22 mois, des dispositifs qui montrent que les enfants tout petits préfèrent, quand on leur montre des petits scénarios, les sujets qui sont prosociaux, c'est-à-dire qui aiment bien les relations dans des scénarios et qu'ils redoutent, qu'ils n'aiment pas ceux qui attaquent le lien social, qui attaquent la relation. Mais ce qui est plus compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui éprouvent de l'empathie pour les personnes familières, mais aucune pour les personnes extérieures. Et c'est Nathalie Birminta, qui est une infirmière qui elle-même a perdu son fils poignardé, mais qui fait un travail remarquable dans les quartiers sensibles. On verra à quoi ils sont sensibles. Donc, Nathalie Birminta explique aux parents, parce qu'il y a des parents qui voient la police qui arrive chez eux, qui fracture la porte et qui leur dit, voilà, votre fils vient de faire quelque chose de très grave. Et les parents répondent, mais comment ça se fait? C'est un ange à la maison. Oui, et l'empathie ne s'est installée qu'avec une personne familière ou deux à l'intérieur et pas à l'extérieur. C'est aussi pour cela, on reviendra dessus, que Nathalie Birminta dit la première des préventions, c'est que les parents doivent être dans la rue.
et les parents ont déserté la rue. C'est-à-dire, que font vos enfants dans la rue? Et je pense qu'un gros travail qu'on doit faire, c'est d'aider les parents à s'organiser en roulement, s'il le faut, et être présents dans l'espace public. Donc, ce trouble de l'empathie, c'est ne pas être capable de ressentir ce que peut ressentir l'autre, de s'identifier à un strict minimum à l'autre. Donc l'autre, en fait, n'est pas présent en tant que, je dirais à la limite, que personne pouvant éprouver de la souffrance ou même de la joie ou autre. On a encore comme ça toute une série de processus. Je vais me centrer seulement sur encore un ou deux pour ne pas être trop long. Un autre, parce que, oui, j'aurais peut-être dû commencer par là. Moi, je pense qu'actuellement, d'une manière schématique, trop schématique, on a trois sortes de manifestations de la violence. La violence individuelle d'un sujet seul, qui est liée très souvent à l'exposition aux violences conjugales, aux violences directes, à des négligences graves de la part des parents. On a ensuite les violences liées à l'organisation familiale. C'est l'organisation clanique. Et la troisième sorte, c'est les violences groupales en bande, dont on parle de plus en plus, puisque je n'ai pas mis le chiffre ici, mais on a une augmentation extrêmement importante et en particulier dans toute l'île de France. Les processus, comment dire, on peut à la fois avoir de la violence individuelle et à la fois faire partie d'une bande ou faire partie d'un clan. Ce n'est pas quelque chose qui est comment dire, séparé, mais chaque fois, il y a des processus un peu différents qui sont en jeu. Dans le clan, un clan, c'est une organisation familiale qui est marquée par l'indifférenciation. C'est-à-dire que dans un clan, il y a habituellement un patriarche, parfois une matriarche du genre Madalton, et le clan, ça vient du gaélique planta, c'est-à-dire qu'il y a une racine et puis des ramifications. Et un clan, c'est un corps. Un corps, si bien que si un membre s'en éloigne physiquement ou psychiquement, le corps, le clan se sent amputé et fera tout pour réintégrer la personne qui s'est éloignée. Ce qui fait que dans un clan, le but n'est pas que les enfants apprennent à penser par eux-mêmes et qu'ils se construisent un projet de vie personnel. Alors que, je dirais, dans notre société occidentale, le but, c'est pas que nos enfants vivent chez nous comme Tanguy jusqu'à 50 ans. C'est que quand même, ils aient un minimum d'autonomie, leur appartement, leur couple, etc., etc. Le clan, ça fonctionne pas comme ça. Dans le clan, c'est l'indifférenciation qui prime. Je pense à un jeune de 15 ans, je lui demande comment tu imagines ta vie à 25 ans. Il me dit, ben, je serais marié. Bon, je dis, oui, tu habiterais où? Et il me dit, ben, chez ma mère. Et je lui dis, et oui, et si ta femme a envie d'avoir un peu plus d'intimité, d'avoir un appartement à elle, que vous ayez un espace pour vous, pour le couple? Et il me répond, elle dégage. Voilà, ça, c'est l'organisation clanique. Alors, le problème du clan, c'est qu'il y a une forte violence interne. C'est-à-dire, quand on ne peut pas exprimer ces différences de point de vue, ça va passer de manière assez explosive. Mais en même temps, il s'est structuré sur le mode de l'honneur. C'est-à-dire que tous les ethnologues le décrivent, aussi les psychologues. Ce qui va compter, c'est l'honneur. C'est-à-dire qu'un clan ne peut pas reconnaître qu'un membre du clan a fait quelque chose, pas d'interdit, ce n'est pas question d'interdit qui les gêne, mais quelque chose qui pourrait faire honte. Donc, la faute est toujours due à quelqu'un d'extérieur au clan. Pour dire les choses de manière simple, un jeune de 14 ans
qui roule bien au-delà de la vitesse autorisée, sur un scooter volé, qui grille un stop sans casque et qui se fracasse la tête sur un poteau, ça sera forcément de la faute de la police ou de quelqu'un d'autre, même s'il n'était pas sur les lieux. Il est impensable qu'on puisse dire il a fait n'importe quoi, c'était complètement idiot. Et ça va beaucoup plus loin, puisque je m'occupe de familles où il y a eu des meurtres. Quand il y a eu un meurtre fait par, donc prouvé, la famille clanique ne peut pas dire non, non, il se produit, la famille clanique met en place un dénigrement extrêmement important de la famille de la victime en montrant comment, de toute manière, l'agresseur n'avait pas d'autre choix que de faire ça, etc., etc., etc. Si bien que la famille de la victime, non seulement ne reçoit pas d'excuses, il y a quand même eu quelqu'un de tué, mais elle est obligée de changer de quartier, et ce qui permet de garder l'honneur sauf. Donc c'est quelque chose qui faussait aussi notre manière de penser. Nous, enfin, je dis moi, puisque il m'a fallu du temps pour comprendre ce fonctionnement. C'est-à-dire que dans notre société, nous sommes des civilisations de la culpabilité judéo-chrétienne, alors qu'en face, nous avons des cultures de la honte. Ce que je décris, c'est un ethnologue, Dodds, qui l'a très bien décrit. Et dans les cultures de la honte est un sentiment extériorisé. Il ne faut pas avoir honte devant les autres, alors que la culpabilité, c'est un sentiment intériorisé. Donc, les cultures de la honte font en sorte de se présenter toujours comme victime et d'essayer de faire honte aux autres et de les rendre coupables. Et plus les civilisations de la culpabilité acceptent de se sentir coupables, plus elles sont méprisées par les cultures de la honte. Et c'est ce dans quoi nous sommes pris actuellement avec ces processus de toute façon, comment dire, de segmentation de la société, et on est toujours victime de quelqu'un, etc. C'est pour ça que je termine mon nouveau livre par la phrase je suis un homme blanc et je n'ai pas honte de ne pas me sentir coupable. La problématique de la honte induit au niveau violence groupale amène le processus suivant. S'il y a un différend pour une place de parking, pour n'importe quoi, dans l'espace public, quelqu'un qui appartient à un groupe ne peut penser qu'en termes de groupe. C'est-à-dire que ça ne sera pas moi, Maurice Berger, qui lui dirait, bon, écoutez, on va être obligé de faire comment on appelle ça déjà, une déclaration d'accident là pour l'assurance, je ne me rappelle plus le mot. Un constat. Ça va être ce groupe-là est opposé, hostile au mien. Donc, si on ne comprend pas ça, on ne s'en sort pas. Et ça va très vite être, si on dit, ben non, monsieur, ça ne va pas, je vais faire venir la police, bon, je vais téléphoner à mes frères. Et à ce moment-là, une partie du groupe, du clan arrive, et ce qui se passe, c'est que cette partie-là ne cherche pas à comprendre. Elle ne dit pas, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut avoir tort ou raison? Ou calmez-vous? Non. Il va d'abord falloir laver l'honneur du groupe et l'intensité de la violence exercée sur l'autre et le témoignage de l'importance que l'agresseur apporte à l'honneur de son clan. Donc vous voyez que ça peut dégénérer à une vitesse très très importante. Il y a une autre forme que je dis parce qu'elle est à Paris actuellement. Dans mon fantasme, vous êtes parisien, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis provincial, mais c'est la frontière invisible, donc décrite par Nathalie Birminta. La frontière invisible, là, ce n'est pas une organisation groupale, c'est une organisation clanique. C'est surtout certains groupes du Sahel qui s'approprient un territoire. Donc et à ce moment-là, toute personne d'un autre
territoire, puisque c'est comme ça que c'est raisonné, qui a le malheur de franchir une rue et immédiatement repéré, et par GPS, il est frappé très gravement, poignardé, et on en est actuellement à 9 mineurs tués, plus ceux qui sont handicapés à Paris, pour avoir franchi, sans le faire exprès, cette frontière invisible. Et comme le souligne Hugues Lagrange. Alors, Hugues Lagrange, c'est un sociologue, lui, qui travaille sur le terrain et qui sait ce qu'il dit, hein. C'est En terre étrangère, c'est Le déni des cultures, ces deux ouvrages, et a très bien décrit comment c'est souvent les fils aînés qui sont les plus violents, puisque les pères leur donnent la tâche comment dire, de gérer, de diriger l'ensemble du tribal, puisqu'il y a de la polygamie en son absence. Et ce sont souvent des jeunes qui ont beaucoup de difficultés scolaires, on en reparlera, et qui ne manifestent leur manière d'exercer de l'autorité que sous une forme violente. Il reste euh, le dernier point, un tout petit exemple quand même, parce que c'est assez important. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu mon premier livre ou pas, mais je vais donner cet exemple. Ben justement, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. C'est un jeune maghrébin, je le dis exprès, qui est dans une institution, dans un foyer où il crache par terre. L'éducateur, qui vient du même pays que lui, me dit, voilà, il crache par terre, il refuse de nettoyer, on est obligé de nettoyer la serpillière. Donc, ce n'est pas une culture contre une autre, hein. Et je demande à ce jeune, pourquoi est-ce que tu craches par terre? Et est-ce que tu fais pareil chez toi? Il me répond, ah non, ça serait trop crade. Voilà l'histoire de ce jeune. Il vit dans une famille où il y a des violences extrêmement importantes. Il est frappé par son père qui est paranoïaque, frappé par sa grande sœur qui lui a cassé une grosse potiche sur la jambe, hein, il a été blessé. Et c'est lui qui a demandé à venir au foyer. Donc, il a immigré dans le foyer. Sauf qu'il retourne tous les jours dans sa famille biologique parce qu'il appartient à cette famille. Et il veut montrer qu'il y appartient. Donc, il ne peut pas reconnaître que sa famille est entachée, que c'est un endroit qui est invivable. Et s'il reconnaît ce que l'éducateur lui apporte de bon en se préoccupant de lui, à ce moment-là, il va devoir reconnaître que ça, il ne le trouve pas dans sa famille originaire. Vous me suivez? Donc, il ne peut qu'attaquer ce que lui donne le milieu d'accueil. Ça permet de préserver l'idéalisation du milieu d'origine. Et je pense que parmi les populations immigrées, on a beaucoup de personnes qui viennent pour participer à notre société, prendre ce qu'elle leur apporte au niveau de la qualité des liens et qui sont tout à fait prêtes, reconnaissants de ce que de la paix, parce que quand on immigre, c'est qu'on n'est pas bien dans son pays d'origine, et qui sont tout à fait reconnaissants de ce que notre société leur apporte. Et il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas reconnaître ce que le pays dans lequel elles arrivent leur offre, parce que ça voudrait dire je viens d'un endroit ou d'une famille où on ne me nourrissait pas, où il y avait un régime politique que vous connaissez, etc., etc. Donc ça, c'est un processus qui est très, très fort et qui va venir aussi entraver le travail. Alors, les clans, faire en sorte que quelqu'un acquiert une semi-indépendance de pensée quand il appartient à un clan, c'est quelque chose, c'est un travail inhumain, surhumain pour un individu, parce que le clan, c'est son identité même. Voilà. Alors, on ne leur demande pas de dire au revoir au clan. Ce qu'on essaye de faire avec certains jeunes, c'est très très lourd, c'est qu'ils aient au moins 2 choix de pensée. Et on y arrive un peu, mais moi, je n'enverrai aucun professionnel travailler avec un clan. Nous, pour le faire, ça a été extrêmement lourd. Il fallait être protégé, c'est très très difficile. Et ce que je dirais, c'est que mettre ensemble les mots clan et mixité sociale, c'est créer un oxymore. C'est incompatible.
Alors, le troisième point dont on parle beaucoup ces temps-ci, c'est les bandes. Donc, on dit les bandes très vite, comme ça. Mais une bande, là aussi, c'est complexe. Une bande, c'est comme un groupe, ça se définit par une délimitation. Ça peut être le territoire, ça peut être, voilà, moi je suis des Tarterets, je suis de la Grande Borne, etc. Ça peut être une ethnie, ça peut être bon, d'autres points communs, mais surtout il y a un leader. C'est-à-dire, on parle des bandes comme ça. Dans une bande, il y a toujours un leader, et c'est un leader négatif. Parce que je vais dire un mot étrange, il pourrait y avoir un leader positif. Mais ces sujets-là n'ont souvent que des héros négatifs. Je reviendrai un peu dessus. Et on a affaire, et c'est comme les harceleurs. On sait qu'il y a un leader harceleur dans un groupe scolaire, et après, il y a les suiveurs. Et là, on a les suiveurs qui, eux, peuvent être éventuellement récupérables pour un certain nombre, qui n'arrivent plus à se dégager du groupe, etc. Mais on a des sujets qui ont de grosses difficultés de pensée, ça, M. Rabinovitch en a parlé, je reviendrai dessus, et qui sont du coup très influençables, qui n'arrivent pas à maintenir leur pensée personnelle solide. Donc, je pense au livre et au film Sa Majesté des Mouches. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, tout groupe d'enfants et d'adolescents laissé livrer à lui-même, sans un adulte référent dans le coin pour régler les litiges ou pour faire tiers, s'organise d'une manière qui va devenir violente autour d'un leader. Je suis désolé de vous dire ça, ou alors il faut qu'ils aient été très très bien élevés depuis le début, et là, ce n'est pas tout à fait le cas. Disons que la voie la plus naturelle, c'est celle-là. Je vous rappelle la phrase de Freud, l'enfer, ce serait le monde dirigé par des enfants de 4 ans. Donc, le leader définit une organisation groupale, et là encore, il est, comme pour les clans, il est impossible de penser que les autres ne fonctionnent pas de la même manière. Alors, on dit très vite que les policiers sont représentés comme un groupe contre l'autre. C'est pas faux, mais c'est aussi une incapacité de penser que des personnes ensemble puissent fonctionner autrement qu'en groupe. Et le troisième point, il n'y a pas que le territoire, la délimitation, le leader, il y a les valeurs. Ce qui définit un groupe, c'est aussi les valeurs partagées. Et là, on n'a pas de valeurs. Dans les gangs, les bandes, on n'a pas de valeurs. La seule qu'il y a parfois, c'est une valeur de fraternité. C'est-à-dire, quand on est allé se battre contre une autre bande, mon copain m'a protégé au moment où j'étais en train de me faire battre et où j'étais en train de ne plus pouvoir répondre aux coups. Donc, c'est une fraternité d'armes qui se constitue dans la bagarre, mais on n'a pas d'idéal autre comme peut y avoir dans un groupe avec un leader positif. Donc, je fais juste une petite parenthèse. On parle souvent de l'influence des jeux vidéo. Je pense qu'ils ont une influence. Bon, je pense qu'on a beaucoup à travailler là-dessus, mais tous les jeunes qui regardent des jeux vidéo extrêmement violents, heureusement, ne font pas d'actes très violents. Et l'hypothèse que moi j'ai actuellement, c'est que si leur héros, c'est pas Zorro, de ceux qui regardent des jeux vidéo. C'est, faut voir, c'est des espèces de types super baraqués qui vont casser la figure des autres. Bon. Et que si ils peuvent être influencés par ces héros négatifs, c'est parce que il y a l'image d'un père ou d'un grand frère extrêmement violent ou d'un leader extrêmement violent qui est collé sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo vient réveiller ces images intériorisées. Alors, un dernier point, encore, enfin, on va voir avant de. Enfin, Monsieur Rabinovitch sera le gardien du temps. Oui, j'ai oublié de parler parce que c'est un peu compliqué, mais ces jeunes ont des troubles de la reconnaissance faciale. Depuis qu'on a poursuivi notre étude, ça c'est dans le livre sur la violence gratuite en France.
où on a des dessins qui sont des véritables Picasso, mais vraiment Picasso, alors qu'il y a 5 pièces de puzzle pour faire un visage. Et on s'est rendu compte dans l'étude que 48,5% des mineurs violents que nous recevons ne sont pas capables de reconnaître les émotions sur le visage d'autrui. Donc c'est impressionnant. Or, quand on ne reconnaît pas les émotions, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, mais de quelle manière il me regarde? Tu veux ma photo? La première chose qu'on va imaginer chez l'autre, c'est un regard hostile. Et vous avez sans doute fait l'expérience que quand on croise certaines personnes, on baisse le regard parce qu'on se rend compte que c'est plus prudent et qu'on ne sait pas trop ce que la rencontre des regards peut déclencher. Donc là, il y a quelque chose dont on sait que c'est à la fois d'origine psychologique et peut-être d'origine neurologique. Alors pour couronner le tout, il y a une énorme atteinte de la pensée. Nous avons une étude que je vous ai déjà citée, faite par le professeur Bronsard, qui est pédopsychiatre, sur 18 centres éducatifs fermés. Les centres éducatifs fermés, d'où on peut fuguer, entre parenthèses, les centres éducatifs fermés, c'est la dernière épisode, la dernière étape avant la prison. Donc il faut déjà en avoir fait beaucoup pour y arriver. Normalement, il passe par la case centre éducatif renforcé, où je suis, puis par d'autres, etc. Et cette étude a coûté 61 000 €. Elle a été financée, Direction générale de la protection judiciaire de la jeunesse, Direction générale de la santé, etc. Très sérieux. 9 centres éducatifs fermés ont refusé d'y participer. Le but était d'évaluer quels avaient été les traumatismes que ces jeunes avaient pu subir dans leur enfance et quelles étaient leurs difficultés psychiques actuelles afin de voir comment on pouvait les prendre en charge. Les 9 CEF qui ont refusé, tous de l'Île-de-France, ont refusé en disant qu'il s'agissait d'une médicalisation, une tentative de médicalisation de la délinquance dans un but sécuritaire. Donc vous voyez là à quel point l'idéologie vient entraver la recherche sur cette problématique de la violence. Heureusement, il y a eu 9 CEF qui ont accepté. C'est là qu'il y a eu les 56% de parents en prison. On verra pourquoi c'est important. 60% des jeunes avaient un niveau intellectuel inférieur à la normale. Et parmi ces 60, il y avait 30% qui avaient une déficience intellectuelle. C'est énorme. Et 30% avaient un parent au moins malade mental. Par malade mental, c'est ayant eu des hospitalisations répétées pour schizophrénie ou paranoïa ou maladie bipolaire, mais bon. Et 90% présentaient ce qu'on appelle une dysharmonie cognitive. C'est un terme un peu compliqué, mais c'est un trouble extrêmement grave de l'apprentissage qui vient entraver la capacité de compter, la capacité de lire, la sériation, c'est-à-dire A, B, C, D, de pouvoir mettre les lettres dans l'ordre, etc. Dans le CER où je travaille, c'est comme ça. Donc le monde a quelque chose d'un peu indéchiffrable pour ces sujets. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette atteinte intellectuelle? On peut avoir de nombreuses hypothèses. La première, c'est quand vous vivez dans un environnement extrêmement violent, depuis tout petit, vous avez votre pensée qui est sidérée. Le mieux, c'est de ne pas penser, parce que penser à ce qu'on vit, c'est extrêmement angoissant. Donc là, la sidération, c'est un des processus de défense les plus précoces qui soient. La deuxième chose, c'est que ces enfants ont été en insécurité. Ce qu'on appelle dans notre jargon, ils ont un trouble de l'attachement désorganisé, désorienté, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire aucune personne sécurisante vers qui se tourner. Et quand vous êtes en insécurité, eh bien, c'est une règle du fonctionnement psychique. Vous ne pouvez pas vous éloigner même des personnes violentes. Vous ne pouvez pas vous éloigner pour explorer le monde, parce que explorer le monde, vous savez, Platon qui dit l'enfant, cet architecte qui bâtit le monde, c'est-à-dire comment il explore, il tâtonne, etc., etc.
ces enfants-là, eux, n'ont pas la liberté, la sécurité interne qui leur permet d'inventer et de découvrir. Il y a encore de très nombreux facteurs, le fait qu'on n'ait jamais joué avec eux tout petit, même à des jeux de coucou caché, etc., etc. Donc, ils n'ont pas d'imaginaire. Et le gros problème, c'est que pardon, quand on n'a pas d'imaginaire, on ne peut jouer qu'aux deux jeux les plus primitifs qui soient, c'est-à-dire le jeu de détruire, démolir, c'est le jeu. J'ai un jeune qui me dit on s'ennuyait, alors on a mis le feu à un entrepôt. L'entrepôt, c'était 1 700 €, 1 700 000 € remboursés par les 4 assurances responsabilité civile des 4 jeunes, puisque comme toute personne toute jeune scolarisée, il a une assurance responsabilité civile. Et l'autre jeu, c'est le jeu du gendarme et du voleur, attrape-moi. Donc, c'est le jeu, je mets le feu, les pompiers arrivent, pimpon, je commence à filmer, je balance des choses sur les pompiers, les policiers arrivent, etc., etc. Donc, ce sont des jeux extrêmement primitifs. Et on peut dire que l'ensemble de ce fonctionnement psychique aboutit à comment il n'y a pas de capacité de mentalisation très très faible et pas de capacité, ça je trouve que ce dit M. Mantolila est extrêmement important, pas de capacité de passer par la parole pour exprimer une différence de point de vue. Donc à ce moment-là, ça passe par des gestes et ça se traduit par la loi du plus fort. C'est-à-dire que la loi du plus fort, elle a été vécue dans la famille, la loi de l'adulte, la loi du plus fort sur la femme, la loi du plus fort sur l'enfant, la loi du plus fort d'un groupe plus fort qu'un autre. Et c'est là où on voit un énorme trou qui est que ces sujets ne savent pas ce que c'est qu'obéir. Nous, on dit, mais ils n'obéissent pas à la loi, aux règles, etc. Pour obéir, ou pour désobéir, il faut savoir ce que c'est qu'obéir. Sinon, on ne désobéit pas. Qu'est-ce qui vient à la place? On refuse de se soumettre. Puisque ce qui a fonctionné autour d'eux, c'est le rapport de force. Par exemple, ils sont structurés comme ça. Dans un clan, quand il y a le code de l'honneur, la règle, c'est « je suis humilié » ou « j'humilie l'autre ». La phrase que je ne vais pas vous dire dans la langue originelle, c'est « je te la mets ou tu me la mets ». Voilà, c'est direct. Donc, dans ces termes-là, on n'est pas dans une autre possibilité que la loi, que je refuse de me soumettre parce que c'est être humilié. Donc, quand on dit c'est des quartiers sensibles, d'abord dans les quartiers sensibles, heureusement tout le monde ne fonctionne pas comme dans les quartiers sensibles. Il y a des gens qui aimeraient bien avoir la paix dans ces quartiers sensibles, mais pour ceux qui ont décidé de fonctionner avec la loi du plus fort, ce sont des quartiers qui sont sensibles à la contrainte, c'est-à-dire à toute contrainte. Et la première des contraintes, ce sont les lois collectives, c'est-à-dire les lois de la République française. Comment dire, vous mesurez la gravité de ce que ça veut dire que ces sujets ne veulent pas se soumettre et ne peuvent pas se soumettre, et il n'y a pas de complément d'objet indirect. Nous, on dit il ne veut pas se soumettre à telle chose. Absolument pas. C'est il ne veut pas se soumettre, point. Quoi que ce soit un barrage policier, que ce soit mettre un masque pour monter dans un transport collectif, etc., etc. C'est quelque chose qui ne fait pas partie de leur capacité de penser une relation. Pour donner un exemple aussi, j'ai oublié de l'absence d'imaginaire, j'ai l'habitude de demander à ces jeunes, alors un exemple c'est, si tu gagnais 1 million au loto, qu'est-ce que tu ferais? Et la réponse que
j'ai pratiquement toujours, c'est « ça tient pas debout votre question, c'est complètement idiot, j'y penserai quand j'aurai le million devant moi, là, comme ça ». Alors que nous, on a tous pensé qu'avec 1 million, ben, on ferait… excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'on ferait, mais en tout Ça va, cas… tout va bien, tout va Bon, bien. d'accord, OK. Voilà, et donc, alors une des premières choses, ça va être… bon, par exemple, c'est des jeunes qui nous disent… c'est la première… on leur donne des mangas et qui nous disent… Ah, c'est incroyable, c'est la première fois que je lis de ma vie, c'est une dinguerie de lire. C'est-à-dire de passer par quelque chose qui est l'ordre de l'image représentée. Ce n'est pas l'image qui gigote, le jeu vidéo, etc., etc. Donc, on part de très, très loin. Ce qui s'est rajouté là-dessus, c'est le fait d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire que dans cette absence d'empathie qui existait déjà auparavant, mais comme dit Nathalie Birminta, avant, c'était frapper qui était grave. Ensuite, c'était tuer qui était grave. Et maintenant, tuer, c'est même plus grave. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et je pense même, alors ça c'est une hypothèse, hein, n'allez pas écrire ça ailleurs et tout, mais moi je pense que pour certains jeunes, le meurtre a une fonction de rite initiatique dans la vie, ce qui est assez épouvantable à penser. Mais je me rappelle avoir… pardon? Non, 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 je pensais, Ah ben, avec vous, je pensais que c'était comme ça dans les mafias. ah oui. Et oui, exact. Et je pense à un jeune, mais très jeune, hein, de 9 ans, extrêmement dangereux. Il cherchait à étrangler sans arrêt les autres enfants. Il y avait un éducateur à côté de lui. Bon, il avait vu son père, un psychopathe extrêmement violent, faire des choses épouvantables, essayer de l'étrangler aussi. Bon, et ce jeune, alors, prise en charge individuelle tous les jours, hein, comme psychothérapie, c'est 5 fois par semaine. Et il dessine un homme qui regarde un homme qu'il a tué. Et il dit, maintenant qu'il l'a tué, il peut penser sur ce qu'il vient de faire. Sauf que c'est un processus extrêmement coûteux pour commencer à penser. Vous imaginez bien. Bon, enfin, en tout cas, c'est une hypothèse. Alors, face à cela, on arrive au débat actuel. Le débat actuel qui est que peut-on faire? Donc, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on peut faire, mais comme je vous l'ai dit, la question, c'est d'abord qu'est-ce que la société française peut proposer comme dispositif contenant de la violence, puisque tant qu'un sujet continue à frapper ces sujets-là, ils ne pensent pas. C'est-à-dire, dès qu'ils ont une tension à l'intérieur d'eux, ils vont l'expulser sur autrui, ceci étant fortement majoré par la consommation de drogue et d'alcool, hein, qui est un facteur explosif, et ils vont frapper sur ce qui leur tombe sous la main, en gros. Donc, il faut d'abord avoir des dispositifs contenants qui empêchent d'agir pour espérer, je ne dis pas que ça arrivera à tous les coups, que de la pensée advienne, à condition qu'il y ait ce que j'appelle un dispositif d'écoute, c'est-à-dire des professionnels très formés qui soient là pour prendre en compte ce que le sujet va dire de ce qu'il ressent et être capable, ce qu'il ressent dans son corps et aussi dans son esprit, et être capable d'en faire quelque chose. Si on ne met en place qu'un processus psychothérapique, soit ils ne viennent pas, soit ça ne marche pas. Dans la plupart des cas, c'est jamais 100%, hein. Ça peut parfois marcher, mais dans les cas que je vois, quand même, bon, non. Soit on ne met en place qu'un dispositif contenant, la prison tout court ou autre, et pour certains, ça marche, c'est-à-dire ils disent non, pour moi, j'ai pas envie de finir ma vie là-dedans, j'ai pas envie d'être loin de ma famille. Bon, il y en a quelques-uns pour qui ça marche, mais pour d'autres, ils vont sortir de la prison comme si on les sortait d'un congélateur parce qu'il n'y a pas eu le dispositif d'écoute en même temps. Et quand on a vraiment des psychiatres formés pour ce type de travail, on a de vrais résultats.
Bon, le problème, c'est qu'il faut avoir une certaine appétence pour ce type de personnalité qui n'est pas fortement gratifiante au premier abord. Mais je donne l'exemple de la prison de Toulon, le quartier pour mineurs. Le quartier pour mineurs, pour arriver je ne sais plus si c'est une maison d'arrêt ou une prison centrale, mais enfin, pour arriver là, il faut déjà avoir fait des choses extrêmement graves. Hein. Et la psychiatre qui a travaillé, qui s'appelait Catherine Rigaud, elle a fait un travail étonnant. Et du coup, la tension avec les gardiens de prison est considérablement tombée. Et le juge qui avait cette partie-là en charge, que j'ai rencontré, a confirmé que ça avait métamorphosé l'atmosphère pénitentiaire. Donc on peut, mais c'est quelque chose d'énorme à mettre en place, un effort de formation gigantesque, et surtout qu'on accepte que la sanction fait partie du travail éducatif. C'est-à-dire que la sanction, de même qu'il nous arrive de punir nos enfants, la sanction fait partie du travail éducatif. La sanction est un châtiment. Elle signifie que ce qui vient d'être fait est honteux. Bon, je ne sais pas ce que vous allez penser de moi, bref. Elle signifie que l'acte qui vient d'être commis ne peut pas être effacé, et la sanction n'a pas comme seul but la réinsertion, et l'accomplissement de cette peine permet la réintégration dans notre société. C'est-à-dire qu'on doit redéfinir quelle est la fonction de la sanction. Et ce n'est pas là, tu vas là pour être traité. Bien sûr, ça va être beaucoup mieux si on y arrive. Mais c'est d'abord un coup d'arrêt à un acte absolument interdit, honteux, et sur lequel on va travailler. Donc, or, nous nous sommes désarmés doublement. Nous nous sommes désarmés moralement en ayant fait des lois qui sont des lois qui ne tiennent absolument pas la route. Pour vous donner un exemple de la loi actuelle qui vient d'être votée, hein, aucun journaliste n'est allé fourrer son nez article par article dans cette loi. C'est assez austère, c'est vrai. Mais vous avez un article qui est l'utilisation du bracelet électronique chez les mineurs au lieu de les mettre en prison. Donc pour aller en prison, il faut déjà avoir fait des choses très graves. Donc on va mettre bracelet électronique dans une famille où il y a des violences conjugales, des violences directes, du trafic de cannabis, une intensité que vous ne pouvez pas imaginer, 30% de parents malades psychiatriques, 56% des cas, un membre en prison. Et c'est là que la réinsertion va se faire. Mais c'est inimaginable, ça ne tient absolument pas debout. Voilà, c'est ça l'angélisme. Deuxième exemple, au niveau des contrôles judiciaires. Vous savez, on doit respecter un contrôle judiciaire, aller dans tel établissement si le juge l'ordonne, ne pas avoir une interdiction d'aller à tel endroit, interdiction de sortir après 20 heures ou je ne sais pas quoi. Il est marqué dans la loi que quand on ne respecte pas un contrôle judiciaire, on doit aller en détention, provisoire ou autre. Qu'un sujet ne va en détention que s'il n'a pas respecté 3 fois son contrôle judiciaire. C'est marqué réitéré. En fait, c'est 3 fois, c'est la 4e fois que ça tombe. Donc la loi inclut une autorisation de ne pas respecter la loi 3 fois. Et vous reprenez le code comme ça, tout est comme ça. Donc, il y a un petit point positif, mais le fait que la victime pourra enfin être présente à la première audience. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on tiendra compte de son état, mais en tout cas, elle pourrait être présente. Et là, alors on arrive avec cette idéologie à quelque chose qui est l'inverse de ce qui se passe aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, les prisons sont de plus en plus vides, donc ils viennent d'en fermer 3, ils vont en fermer 8 autres, et ils ont tellement de places vides qu'ils les louent à la Belgique et à la Norvège. Moi, je me demande d'ailleurs pourquoi on ne leur loue pas des places. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils mettent des peines fermes très rapidement, avec le principe décrit par un philosophe Beccaria en 1776, que ce qui compte plus, c'est la certitude de la peine que sa lourdeur. Et que quand quelqu'un n'est pas sûr d'avoir une peine, même s'il risque de prendre très cher,
à ce moment-là, il préfère quand même voir s'il peut passer entre les gouttes. Et c'est d'autant plus important que les jeunes que je vois ne se rendent compte de la gravité de ce qu'ils ont fait qu'en fonction de la sanction. C'est-à-dire en fonction de c'est grave s'ils prennent cher. S'ils prennent pas cher, par exemple celui qui a mis quelqu'un dans le coma avec des séquelles cérébrales, il a 6 mois de prison avec sursis, pour lui c'est pas grave. Donc c'est la matérialité de la peine qui donne l'indicateur de la gravité. Alors comment fonctionnent les Pays-Bas? C'est des peines fermes et courtes. Et ils ont compris que c'est parce qu'ils remplissent leurs prisons qu'elles sont vides. C'est-à-dire parce que très vite, ils donnent des peines fermes et que les gens y entrent et que là, il y a une butée et qu'on n'y échappe pas. Et ils ont plus de personnes emprisonnées qu'en France, mais pour des durées beaucoup plus courtes et ça donne de bien meilleurs résultats. Vous voyez comment on a une inversion complète si on n'a pas compris. Et en fait, la question, c'est de comprendre le sens de l'arrêt de l'acte violent. Et pour moi, les Pays-Bas sont un pays parfaitement démocratique. Hein, ce n'est pas tel autre pays où l'emprisonnement. Donc, on a là toute un ensemble qui est donc dans mon livre à paraître, repris avec des juristes en termes tout à fait compréhensibles, puisque moi je ne suis pas très doué là-dessus, et qui est comment il doit y avoir un minimum d'automaticité de la peine, alors que le Conseil constitutionnel ne l'accepte plus depuis 2005 et que surtout on a les lois européennes au-dessus de nous. Et l'automaticité de la peine permet quoi? Permet à des sujets qui sont incapables d'anticiper l'effet de leurs actes, enfin de pouvoir anticiper qu'est-ce que ça va produire. C'est-à-dire qu'eux, ils tapent d'abord et ils voient après qu'est-ce que ça a donné. Alors que là, c'est une anticipation. Donc, mais pour ça, il faut que l'individuation soit seulement à un niveau subsidiaire. Ce qui signifie qu'il faut des peines planchées, mais que ces peines planchées doivent être sèches. C'est-à-dire, actuellement, je vous ai donné l'exemple de Marin Sauvageon, 15 ans qui devient 7 ans. 7 ans qui devient 3 ans et demi, parce qu'il y a le juge d'application des peines qui a décidé de raccourcir la peine de moitié. Donc, quand quelqu'un, on dit, ah, les peines planchées, c'est merveilleux, c'est ce qu'il faut. Ça ne marche pas comme ça. D'abord, on dit les peines planchées en cas de récidive. Non, la loi doit être construite à partir des lésions infligées à la victime. Et dans le code pénal, il y a le principe de proportionnalité de la peine. La peine doit être proportionnelle aux dégâts physiques et psychiques infligés à la victime. C'est-à-dire, c'est littéralement une bascule complète du code pénal vers la victime. Et donc, quand on dit peine planchée actuellement, ça veut dire oui, mais peine planchée avec sursis, puis après sursis avec mise à l'épreuve. Donc, c'est des peines planchées pourries. Vous passez à travers le plancher. Et puis après, le juge des détentions et des libertés va dire « Ah oui, mais non, on va proposer tel truc. » Et puis après, ça sera raccourci systématiquement. Il y a un jeune qui nous a téléphoné en janvier. Il nous téléphone de sa prison. Il a 16 ans. Pourquoi il a un téléphone? Première question. Et il dit, il nous aime bien, donc il téléphone et il dit « Je viens de prendre 4 mois de prison, mais on est en janvier. De toute façon, je sais qu'on va raccourcir ça à 2 mois. Et ça tombe bien, je sortirai quand il fera chaud. » Donc, on voit qu'il ne reste plus rien de la prévisibilité de la peine à la fin. Alors, on pourrait tout reprendre comme ça, mais je n'irai pas plus loin. Et la règle, c'est valeur de l'acte, valeur de la sanction. Un autre point, donc tout à fait important, et puis je n'irai pas plus loin, bon, on peut y avoir de la prévention, on reviendra dessus, mais c'est la pédagogie. C'est-à-dire, on a des sujets qui n'ont pas de pensée. Ça s'est passé comme ça dans leur histoire. Il leur a manqué un étayage pour penser. Le meilleur moyen pour que des personnes deviennent moins violentes, c'est de les aider à penser. Sauf que c'est déjà comme ça en maternelle. Les prémices de la pensée. Je ne vais pas vous faire un topo sur Piaget, mais
tout ça, ça ne s'est pas mis en place. La capacité de construire, la permanence de l'objet, l'invariance de l'objet, etc., etc. Donc, c'est, de mon point de vue, dès la maternelle, que des dispositifs pédagogiques spécifiques, et l'idéal c'est même être avant, on a des processus de médiation pédagogique, devraient être mis en place très très tôt. Ne serait-ce que pour qu'il y ait des mots, mots MOTS, pour exprimer ce qu'on ressent. Ça, et ça doit être pareil pendant le primaire. Et l'erreur la plus monstrueuse, c'est le collège unique. Ça doit être vraiment des classes à tout petits effectifs. D'autant plus que quand ces sujets se trompent, c'est toujours la honte qui ressurgit. Ils ont honte de s'être trompés devant le groupe des autres élèves. Donc, on peut travailler en pédagogie, mais à 1 ou 2, ou à la limite 3. C'est la limite de la honte supportable. À 2 ou 3, ils peuvent s'entraider. Au-delà, non. Et moi, je pense que là, on peut gagner énormément de choses, sauf que nous sommes absolument débordés par le nombre. Et c'est là le problème fondamental. Actuellement, nous n'avons pas les moyens de mettre en place ces dispositifs dont on sait, nous on l'a prouvé dans notre service, ces dispositifs pédagogiques. Ça peut être la méthode des alphas, ça peut être la méthode Feuerstein qui est très efficace, ça peut être beaucoup d'autres méthodes. On est obligé évidemment de se désabriter de nos méthodes pédagogiques habituelles, mais là, on peut gagner énormément de terrain. Voilà, j'ai parlé un grand moment. Je laisse exprès du temps pour la discussion. Si M. Rabinovitch, je m'arrête là, c'est bon? Oui, oui, c'est très bien. Merci beaucoup. C'était Voilà. formidable. Ça fait un tour et ça fait un panorama vraiment des enjeux contemporains dans vraiment beaucoup de directions. Moi, donc, comme vous y invitez, j'invite ceux qui ont des questions à poser de les poser par écrit, hein, et puis on tâchera d'y répondre. Donc, intervenez, vous êtes bienvenus pour le faire. Moi, ce que je voudrais, d'abord, merci de votre temps et de votre engagement dans notre séminaire, mais il y a plusieurs choses. La première chose que je trouve tout à fait passionnante, c'est le déplacement que vous avez fait, que vous proposez à partir de votre clinique, d'aller vers l'ethnographie, c'est-à-dire d'aller chercher dans le matériel de la discipline ethnographique un certain nombre de modes de pensée et de modes d'analyse et d'interprétation qui nous sortent du sociologisme. Il y a toujours des bons sociologues, mais le sociologisme comme idéologie qui n'est plus qu'un empêcheur de penser. Et j'ai trouvé, et je trouve tout à fait passionnant ce que vous essayez de mettre sous la notion de clan, comme non pas simplement un dispositif sociologique, mais un dispositif psychoculturel. Et d'un montage qui associe d'une façon différente l'homme clanique de l'homme démocratique. Et en effet, c'est un non-perçu de tous ceux qui parlent, à part vous, à part des gens comme vous, et qui sont sur le terrain. Mais cette butée-là, c'est autre chose que la question du social ou la question de la race ou la question. C'est autre chose qui est en jeu. C'est des montages psychiques, collectifs et individuels, et dans la relation du collectif à l'individuel. Et je trouve tout à fait passionnant ce déplacement que vous faites, qui n'est pas trivialisant et ni stigmatisant, mais qui est au contraire totalement clinique. Et je trouve que c'est un grand apport. Parce que, deux petites remarques. Oui. La première personne, à ma connaissance, qui a décrit ça, c'est Germaine Tillon, dans sa thèse d'ethnologie dans les Aurès en 1936, la grande rénaissance. Et par ailleurs, quand vous dites l'homme clanique, le fait d'appartenir à un clan fait qu'on ne s'éloigne pas de son groupe familial et son quartier. Donc la ghettoisation, suivant ma formule, est auto-sécrétée par un clan et n'est pas liée à notre vilaine société. Voilà. Merci. Voilà, ces deux apports,
tout à fait. C'est une bonne contribution à là où je voulais aller. Je vous remercie, c'est exactement ça. Alors, ça, c'est un apport. La deuxième chose que vous nous apportez aussi, c'est eh bien, c'est un certain nombre de choses. Alors, vous n'en avez pas parlé, mais moi, je vous ai lu, donc je vais en parler ici. C'est qu'il y a des trous. Il y a des trous dans la pensée et dans l'observation. Par exemple, ce que vous appelez le trou des 11-13 ans. Oui. C'est une chose dont on ne parle pas, ça n'apparaît pas, c'est l'expression que j'avais tout à l'heure pour parler des radars, qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient sous les radars de la vigilance. Par exemple, cette chose-là. Ou la violence des femmes, qui est peut-être une nouveauté, je ne sais pas, mais la violence des jeunes filles, et comment la penser, quand on lit les livres d'histoire ou quand on lit la sociologie ordinaire, c'est toujours rapporté évidemment aux jeunes hommes. Et on assiste à des phénomènes nouveaux de ce point de vue, peut-être. C'est une question en tout cas que je vous adresse. Maintenant, j'ai deux questions plus cliniques. Une, je ne sais pas si vous aurez envie de m'y répondre, c'est comment vous arrivez à faire ou pas du travail transférentiel, puisque en général, pour que ça fonctionne un peu, la thérapie, il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui fasse transfert, selon la psychanalyse et même la psychiatrie. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire, comment ça se passe pour vous, votre enjeu là-dedans et comment. Et puis, l'autre chose clinique, c'est que nous parlons, moi je suis dans la philosophie politique, donc on parle de l'angélisme, on parle de ces choses comme ça. En effet, l'attitude, c'est celle de l'angélisme. Mais est-ce que cette attitude angélique n'est pas la manifestation et l'habillage de quelque chose d'autre? C'est une question, hein, qui est latente dans vos descriptions et dans vos analyses, comme s'il y avait une espèce de phobie collective aujourd'hui de l'acte autoritaire, comme si c'était quelque chose qui était devenu une impossibilité, un empêchement, une inhibition, à la fois une phobie des autorités subies, ça c'est de l'ordre du politique, mais aussi de tout ce qui peut avoir l'air, par soi-même ou par procuration, des autorités actées. Voilà, c'est les deux adresses que je vous fais à vous en tant que clinicien. Je vais. Bon, la deuxième est plus compliquée. Enfin, la première, c'est sur le travail transférentiel. C'est. Pardon. Excuse-moi. C'est très particulier. Moi, il y aura une question là que je vois apparaître. Je suis parti de mon travail avec des enfants tout petits. Et pour aller vers les adolescents violents, il a fallu pas mal modifier la manière de penser, de travailler, mais il y a quand même des choses qui restaient. On est en face de sujets qui ont vécu, comme je vous l'ai dit, une insécurité énorme. Donc, comme psychiatre, psychologue, psychanalyste ou autre, quand on est devant eux, pourquoi est-ce qu'ils nous feraient confiance? Avec une vie aussi hachée, ils ont vu des psys à tel moment, à tel autre, etc. C'est pas de ça qu'ils ont besoin d'abord. Ils ont besoin d'abord d'un adulte qui les connaisse dans la vie quotidienne, qui puisse intervenir quand ils deviennent violents, leur parler quand ils sont tristes, faire des choses avec eux qui peuvent être la vaisselle, qui peuvent être d'autres choses. C'est-à-dire ce qu'on appelle une figure d'attachement sécurisante. Quelqu'un, quand ils vont pas bien, ils pensent à cette personne et ils disent, et cette personne va s'en rendre compte, ou elle va dire, là je suis pas bien, j'ai peur de telle chose, voilà. Donc, le dispositif, ça a été de ne recevoir, pour moi, comme psychothérapeute, ne recevoir ces jeunes qu'en présence de leur éducateur ou éducatrice référent, si bien qu'ils sont en sécurité émotionnelle.
Alors, on est venu me dire, oui, mais enfin, le travail psychothérapique, comment c'est déjà l'espace privé où le sujet peut dire ses fantasmes sans que ça diffuse partout, etc. Mais c'est un leurre complet. Ces sujets n'ont pas la capacité de fantasmer. Ils n'ont pas de capacité de rêverie. On n'en est pas là. Donc, il faut commencer par à ce qu'ils parviennent à penser avec quelqu'un d'autre. Ça, on en est à ces prémices-là. Et moi, je pense que la présence des psychologues ou pédopsychiatres une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je ne dirais pas à 100%, mais dans beaucoup de cas, elle n'est pas efficace ou pas suffisamment efficace. Parce qu'il faut un autre, la figure de référence qui est sécurisante, présente. Ça change tout. Parce que même s'il se passe des choses difficiles dans la séance, l'éducateur aura vu le jeune être ému. Oui, il aura vu la tension monter, c'est pas toujours calme, hein, mais il peut avoir vu le jeune être ému quand il parle de son histoire. Donc l'éducateur aura une image différente de ce jeune quand ils vont quitter le bureau. Et le jeune sait que l'éducateur l'a vu, lui, être ému. Donc il sait que l'éducateur le voit différemment. Le résultat, c'est qu'après, il y a un éducateur qui me téléphone en me disant « ça s'est bien passé, l'entretien, mais le problème, c'est que maintenant, il me suit partout. » Et moi, je lui réponds « et qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive de mieux ?» Il n'y avait personne qui s'occupait de lui, qui se préoccupait de lui de manière continue. Donc, le premier point, c'est qu'il faut se désabriter, c'est-à-dire comme si on doit accepter de travailler en présence de quelqu'un d'autre. Voilà. Et même si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, si on y arrive, etc. C'est aussi très important parce que l'éducateur va nous dire, il vous dit que la semaine s'est bien passée, pas du tout, il a essayé d'étrangler un autre. Ah, parlons-en. Ensuite, le transfert est un transfert particulier. Vous pensez que ça va être un transfert peut-être paternel, maternel, un transfert de haine, un transfert d'affection, etc. Non. On est au niveau infra. Bion, qui est un psychanalyste connu, dit que notre personnalité est constituée de 3 facteurs. Il dit pratiquement à la naissance. H, L, K. H, c'est la haine, hate, L, c'est love, c'est l'amour, et K, c'est knowledge. Et on passe knowledge complètement à la trappe, alors que c'est fait l'objet d'un très beau livre, Learning from Experience, dans lequel Bion dit que le plus important, ce n'est pas ce qu'on va apprendre, c'est le processus même, le plaisir d'apprendre dans une mutualité, c'est-à-dire avec quelqu'un. Et c'est un des plaisirs les plus profonds de l'espèce humaine. C'est le plaisir que l'on a quand on est, par exemple, en groupe professionnel, que les idées circulent et que chacun féconde, j'utilise volontairement ce terme, chacun féconde l'esprit de l'autre. Et il n'y a pas d'idée sexuelle pour moi dans ce terme-là. C'est la fécondité au sens de la créativité. Alors, je vais vous donner un exemple. Je trouve que c'est le plus illustratif. C'est bon, il se trouve que j'étais expert et on me demandait de voir justement des mères négligentes, maltraitantes avec leur bébé. Donc, il fallait que j'évalue si le bébé avait un retard de développement. Donc, j'avais un bébé de 8-9 mois devant moi, sur les genoux de sa mère ou de son auxiliaire puriculture. Bon, 8-9 mois, c'est l'âge de l'angoisse de l'étranger et tout. Donc, il fronçait les sourcils, il n'était pas content de voir ma tête. Et on a une petite mallette, je vous le dis comme ça, qui s'appelle le Brunellésine. C'est des petits cubes rouges, etc. Et je lui présentais un petit cube rouge, il le manipulait, tripotait, je le prenais, je le posais devant lui et je mettais un bout de tissu dessus. Et je lui disais où il est le cube. Et on voyait qu'il commençait à chercher, à retirer. Et à ce moment-là, je disais oui, oui, sans rire. C'était la jubilation du plaisir de découvrir quelque chose ensemble. Après, on le mettait un cube, puis un deuxième cube dessus. Je lui montrais le modèle, il y arrivait, oui. Et immédiatement, ces bébés cessent de me considérer comme menaçant. Parce que nous sommes dans la jubilation de la découverte de la créativité ensemble. Donc, il va falloir se situer au niveau transférentiel du facteur K. C'est-à-dire, je vais parler avec ces jeunes en faisant une pression constante. C'est des entretiens très fatigants, en tout cas, moi, je trouve. Une pression constante, c'est-à-dire,
qu'est-ce qui s'est passé là Normal, normal, c'est la réponse que j'ai le plus souvent. Attends, excuse-moi, mais je ne comprends pas. Est-ce que tu peux mieux m'expliquer? Oui, bon, c'est ça, mais après, tu aurais pu faire telle chose ou telle autre. Pourquoi tu as préféré faire comme ça? J'arrive pas à comprendre. Et c'est la naïveté complète de quelqu'un à qui on a besoin qu'on lui explique comment le sujet en face a construit petit à petit sa pensée pour arriver à tel acte. Donc, c'est une pression, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir l'attitude de l'analyste qui attend que le matériel arrive. Alors là, autant arrêter tout de suite. Et ça, c'est ce que j'appelle lever le camp. Ah bon, il veut rien dire, ben moi je pars dans mes idées, quelle course, qu'est-ce que je vais faire comme course en supermarché tout à l'heure. Il ne s'agit pas non plus de dire alors, ces enfants n'ont connu que l'absence de contact, la négligence ou des contacts trop forts, la violence, la maltraitance, etc. Donc il faut une pression que j'exerce aussi sur moi, je ne comprends pas, pour un effort continu. Et là, on les voit comme ça. Bon, je pense à un jeune, pour lui, tout allait bien. Et, sauf qu'il était archi gominé, tiré aux quatre, enfin, il était italien, si j'ose dire, très porté sur l'élégance italienne. Et tout va bien, tout est parfait dans ma vie. Et puis, à la fin, je lui dis, mais c'est curieux, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un œil à l'intérieur de toi qui te surveille. C'est-à-dire que si tu n'es pas le premier partout, le meilleur partout, cet œil-là, il va te regarder d'une vilaine manière. Je te dis, écoute, c'est comme ça, une idée que j'ai. Bon, voilà. Et puis, il avait rendez-vous dans 15 jours avec moi et il demande un rendez-vous une semaine plus tôt. Et il arrive et il me dit, bon alors cet œil-là, qu'est-ce que c'est? Il faut m'expliquer ça. Donc, voilà, j'ai créé de la curiosité chez lui par ma naïveté et mes hypothèses. On propose que des hypothèses. Donc, le transfert, c'est ça. C'est le transfert facteur K. Et c'est avant d'en chercher un autre. Oui, très bien. Voilà. Très bien. Alors, sur la question de l'angélisme et de la phobie de l'autorité, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Peut-être je dis n'importe quoi. Hein. Enfin, c'est une hypothèse que je pose. Ah ben, comment dire, mai 68 est passé par là. Bon, on en a parlé la dernière fois. Pour interdire, il faut accepter de ne pas être aimé. Et donc, ça veut dire ne pas avoir une fragilité narcissique trop importante. Quand vous dites non à vos enfants, non, non, je ne suis pas d'accord, non, ça tu ne le fais pas ou tu ne l'auras pas tout de suite, c'est ouais, t'es méchant, je ne t'aime plus, mais il faut accepter d'entendre ça. Et aussi de ne pas lâcher. De pas lâcher malgré les pressions, c'est effectivement pas très facile. Mais et on est tout de suite accusé, comme on dit, il y a tout de suite une confusion, comme on le dit, entre autoritarisme et autorité. C'est-à-dire c'est tout de suite caricaturé. Voilà, mais je crois qu'il y a une réelle aspiration à l'autorité actuellement dans notre société. Et la question, c'est qui va accepter d'imposer, comment dire, c'est ce qu'un psychanalyste, André Carrel, appelle l'épreuve du non partagé. Quand un parent dit non à son enfant pour la première fois, et il faut qu'il tienne le choc, parce qu'il a l'impression d'être méchant avec son enfant. Ça lui fait de la peine de voir son enfant pleurer, et l'enfant va utiliser tous les moyens, réussir à apitoyer, etc., etc. Donc, est-ce que les deux vont traverser l'épreuve du non partagé? Ben pour un homme politique, c'est ce qu'il va accepter ça avec les manifestations, avec les insultes, etc. Voilà. Je ne sais pas s'il faut vraiment être un homme providentiel pour accepter tout ça. Faut dire non, quoi. Voilà. Et je voulais justement, et pour terminer, et en vous remerciant encore, j'apprécie aussi beaucoup, et je crois que c'est important culturellement, politiquement, psychiquement, éthiquement, de recentrer aussi sur l'existence des vraies victimes de ces violences. Et je pense qu'on les a beaucoup oubliées, et si on les a beaucoup oubliées,
c'est aussi peut-être un manque d'empathie de la part du collectif et du social. Oui. Oui. Il y a une autre façon que le manque d'empathie du délinquant qui frappe. Il y a aussi un manque d'empathie de l'ensemble du corps social qui ne se préoccupe pas suffisamment de ces victimes-là. Maurice Berger, je vous remercie beaucoup. C'était tout à fait passionnant, intéressant, mobilisant et déplaçant. Et c'est très précieux. Merci pour votre travail, merci pour votre présence aujourd'hui. À très bientôt. Je vous invite les uns les autres à trouver les livres de Maurice Berger. Vous n'y perdrez sûrement pas votre temps. Merci à vous, bonne soirée.